Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Le Premier ministre Abdelkader Kamel s'est entretenu aujourd'hui avec le président de la Confédération africaine de football. Et demain donc, 1er mai, le ministre du Travail souhaite à cette occasion une bonne fête, à l'occasion donc de la fête du travail. Et au Mozambique, le bilan ne cesse de s'alourdir après le passage du cyclone Kenneth. Bonsoir à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce mardi donc, dans le salon d'honneur de la primature le président de la Confédération africaine de football, Ahmed, introduit par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Ahmed donc, était accompagné par le président de la Fédération djiboutienne de football, Souleymane Ouaberi. L'audience s'est déroulée en présence du secrétaire général de la primature et du conseiller du Premier ministre. Au menu de cet entretien figurait le renforcement des capacités au niveau des formations de base afin de soutenir l'éducation football pour les enfants. La visite officielle donc du patron de la CAF à Djibouti revêt une importance pour la promotion et le développement de cette discipline phare à Djibouti. Les deux hommes donc se sont accordés sur l'importance de la détection des talents en football qui doit se faire très tôt et figurer dans une politique sportive globale. C'est dans cette optique et dans le but donc de rehausser le niveau du football djiboutien que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a mentionné donc la construction d'une académie de football au sein de laquelle sera implantée une école de formation. Au terme de la rencontre, le Premier ministre a remercié le patron du football africain de sa visite à Djibouti. Elle a assuré de la volonté du gouvernement de renforcer le partenariat avec la CAF. Et juste après donc l'entretien avec le Premier ministre, le président de la CAF, Ahmed, a précisé que la promotion du football nécessite l'implication de tous les acteurs, notamment le gouvernement et la société civile. Djibouti depuis hier pour une visite officielle en même temps, mais qui coïncide dans le cadre d'un séminaire que nous organisons ici à Djibouti, un séminaire que nous intitulons JS Academy. C'est un séminaire de renforcement de capacité de nos secrétaires généraux pour que nous puissions mettre en place une bonne gouvernance dans toutes les fédérations de l'Afrique. Mais en même temps, quoi qu'il en soit, on a profité pour faire une visite officielle, une visite de courtoisie auprès des autorités politiques djiboutiennes, en qui j'adresse tous mes remerciements pour leur disponibilité et pour les discussions que nous avons eues ensemble avec eux. La discussion se base sur quoi? C'est autour du développement du football. Vous savez que Djibouti, Comores, Madagascar, beaucoup de pays, Burundi à côté, on peut dire que ce sont des pays de petits pays du football. Mais aujourd'hui, avec des programmes du football international qui préparent en profondeur leur football, ça va demander du temps, mais avec les efforts qui sont entrepris, surtout à Djibouti aujourd'hui, je peux vous garantir, dans quelques années, vous allez voir une évolution du football djiboutien. Je peux vous garantir, je ne peux pas dire le résultat par rapport aux autres pays, mais vous allez voir, par rapport à l'éducation même des enfants djiboutiens, et surtout par rapport à leur niveau du football, il va y avoir une grande différence. De l'équipe nationale, on ne parle pas d'une équipe fédérale, on parle d'équipe nationale. C'est la souveraineté d'un pays, c'est la fierté d'un pays, c'est la couleur du pays qu'il porte sur le plan international. Et là donc, c'est le gouvernement qui doit être le leader en matière d'organisation, en matière de soutien financier. Et hier soir, donc, au Djibouti Sheraton Hotel, une soirée gala en l'honneur de la délégation représentante le monde sportif africain de football, conduite par le président de la Confédération africaine de football, a été organisée sous la houlette du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Rappelant que le président de la CAF, à la tête d'une importante délégation sportive, est accueilli donc en début de la matinée dans la capitale djiboutienne par le secrétaire d'État et l'ensemble des hauts responsables du département ministériel de la jeunesse
jeunesse et du sport, le staff de la Fédération djiboutienne de football ainsi que les 23 fédérations djiboutiennes sportives. La soirée gala haute en couleur, donc couronnée par des manifestations culturelles, des danses folkloriques et animations musicales de chansons modernes, est ponctuée par une série d'interventions prononcées à cette occasion, soulevant ainsi l'enthousiasme général devant un parterre de responsables et d'invités sportifs. Et dans son intervention, le secrétaire d'État Hassan Mohamed Kamil a mis en exergue l'importance capitale que revêt la visite du président de la CAF en République de Djibouti. Le secrétaire d'État a précisé que la venue du président de la CAF n'est pas un hasard car elle arrive à point nommé à la veille des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Certes, le déplacement du président de la CAF dans plusieurs nations africaines s'inscrit dans l'optique d'impulser ces disciplines sportives reines dans les continents noirs. Et la Commission nationale des droits de l'homme, avec le concours du FNUAP, a organisé donc du 30 avril au 2 mai, l'hôtel Acacia, un atelier de réflexion sur la mise en application de la loi sur les MGF, les mutilations génitales féminines, au profit des parlementaires. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un programme d'action qui vise à améliorer les capacités et le reporting des droits de santé reproductive, en particulier les MGF, ainsi que les violences basées sur le genre. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a présidé l'ouverture de l'atelier en compagnie du président de la Commission nationale des droits de l'homme et de la chef du bureau pays du FNUAP, Aïcha Ibrahim. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'appui de la Commission nationale des droits de l'homme, nous ne pouvons qu'aller de l'avant et parvenir à ce que cette loi soit appliquée, que le droit de nos petites filles soit sauvegardé. Et déjà Djibouti est de plus en plus cité comme une bonne pratique dans cette région où nous sommes et bien dans bien d'autres régions. Et j'espère que bientôt nous pourrons dire vraiment, ce ne sera plus l'abandon des MGF, mais nous devrons militer pour qu'il y ait zéro mutilation génitale et qu'un jour, on dira qu'aujourd'hui, cette année, il n'y a pas eu de mutilation génitale dans la République de Djibouti. Écoutons à présent le président de la Commission nationale de droits de l'homme qui est revenu donc et a encouragé et formulé des recommandations tant sur le combat contre les MGF que contre les violences basées sur le genre. Cet atelier de réflexion pour l'application de la loi portant sur les mutilations génitales féminines s'inscrit dans la mission première de la Commission nationale des droits de l'homme, à savoir la promotion et la protection des droits de l'homme dans tous ses aspects au niveau national. C'est une mission noble dont le but est de parvenir à un environnement respectueux des droits de chacune, femme, jeune fille, et de chacun. Cela constitue aussi un large champ d'action, car notre pays a ratifié un nombre important de conventions internationales relatives aux droits de l'enfant et des femmes. En 1998, Djibouti a ratifié la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, communément connue sous le sigle CEDEF. En février 2005, elle a ratifié le protocole de Maputo de l'Union africaine sur les droits de la femme, qui requiert dans son article 5 l'interdiction et la condamnation de l'excision. Elle a également ratifié la Convention internationale sur le droit de l'enfant en 1990 et les protocoles facultatifs s'y rapportant en 2011. Pour la mise en œuvre de tous ces instruments régionaux et internationaux, la Commission nationale des droits de l'homme s'appuie sur des partenaires de développement tels que le FNUAP et sur des parties prenantes dont le Parlement occupe le premier plan. Et pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a exhorté les parlementaires de participer pleinement aux échanges et débats et d'apporter des contributions fructueuses à la mise en œuvre effective de la loi sur les MGF. Les droits des femmes, c'est offrir au monde un avenir prospère, équitable
et bienveillant. C'est aussi ôter à nos mères, sœurs et filles les désagréments d'une tradition dégradante et mortifère. Cette tradition dégradante qui altère définitivement la santé et l'organe reproducteur de la femme, que nous dénommons mutilation génitale féminine, devrait cesser depuis jadis. Malgré les efforts incessants du gouvernement, l'engagement des élus du peuple et les contributions multiformes des ONG, cette pratique reste malheureusement d'actualité. Vous conviendrez avec moi que les tourments millénaires infligés au nom d'une coutume aberrante et révolue n'ont plus leur place dans notre société. Il est important et indispensable de légiférer davantage et appliquer strictement les lois de la nation pour que les auteurs de ces atrocités soient traduits devant la justice. Au même moment, il convient d'amplifier les sensibilisations et les échos quant au danger que représente cette ignominie. Honorables députés, nous avons l'obligation professionnelle et morale de dénoncer sans cesse ces pratiques d'un temps lointain et insensé qui ont meurtri les attraits et le bien-être d'innombrables femmes. Nous ne devons ménager aucun effort et aucune mesure, même coercitive, pour éradiquer irrémédiablement les mutilations génitales faites aux femmes. Toujours en nouvelle du pays, le président de la Commission pour le développement social et l'environnement, Dr Ahmed Roblé, a présidé hier 2 réunions de commission à l'Assemblée nationale. La première réunion s'est déroulée en présence du ministre du Travail, Hassan Idriss Amrié, et la seconde réunion avec la participation de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mona Ousmane Aden. Les travaux de la commission en présence des membres de la commission, le gouvernement et les représentants de l'exécutif. 3 projets de loi étaient à l'ordre du jour. Il s'agit du projet de loi portant amendement de certaines dispositions de la loi portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale. Second projet de loi portant stratégie nationale de protection sociale et enfin le projet de loi relative à l'économie sociale. Les discussions ont été donc intenses entre les membres de la commission, l'exécutif qui s'est conclu par un accord à transmettre vers la commission plénière pour adoption. Demain, mercredi 1er mai, à cette occasion, tous les travailleurs du monde entier vont célébrer cette journée instituée par les Nations Unies comme étant jour férié, chômé et payé. Et le ministre du Travail et de la Réforme de l'administration, Hassan Idriss Amrié, a fait aujourd'hui une déclaration en ce sens. Voici ses propos. À l'occasion du 1er mai, fête du travail, au nom du président de la République, du gouvernement et en mon nom propre, je souhaite une joyeuse fête à toutes les travailleuses et travailleurs, qu'Allah exauce tous nos attentes. Les autorités ont initié beaucoup d'actions dans l'intérêt des jeunes pour lutter contre le sous-emploi et la pauvreté. La création d'emplois est un objectif prioritaire. Le chômage reste malheureusement une préoccupation à laquelle le gouvernement tente de répondre. L'emploi créé dans le secteur formel, public ou privé ne suffit pas à résorber le flux des entrants sur le marché du travail. Nos jeunes diplômés rencontrent des difficultés à s'insérer dans la vie professionnelle, faute de qualifications adaptées et de débouchés. L'apport de la fonction publique dans la lutte contre le chômage reste limité, puisque la masse salariale est insoutenable. Le gouvernement met beaucoup d'efforts sur la plateforme multimodale et les zones franches, qui offriront un gisement d'emplois aux répercussions nationales afin de baisser le taux de chômage des jeunes. Ainsi, le projet des zones franches, ou PK23, met en perspective un avenir prometteur à anticiper. C'est pourquoi
nous devons nous préparer pour répondre à ces offres d'emploi et aux opportunités que cela engendrerait. Le centre d'incubation des micro-entreprises a abrité donc ce matin une importante réunion de concertation et de partage d'expériences entre les incubés et un parterre d'entrepreneurs ayant réussi dans leurs domaines respectifs. La rencontre entre le panel des entrepreneurs et les jeunes a été l'occasion pour chaque entrepreneur de relater son parcours et partager les expériences qui l'ont marqué. Ce fut donc un partage enrichissant et indispensable pour chaque futur entrepreneur du 6 mai. Il faut dire que cette journée est l'aboutissement du projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne, du projet donc financé par l'USAID et exécuté par l'Education Development Center et visant la formation et l'encadrement des jeunes issus de la formation professionnelle dans le processus d'incubation des micro-entreprises qui s'est matérialisé dans la récente inauguration du centre d'incubation des micro-entreprises tel que défini par la volonté politique du président de la République. Les responsables du CIME ont exprimé donc leurs sincères remerciements aux entreprises invitées dans le cadre de cette journée. Et à l'issue de cette réunion, notre équipe a pu recueillir les réactions des participants. On a été pensé pour être une passerelle entre des futurs entrepreneurs et des entrepreneurs aguerris. C'est-à-dire que ça va permettre un partage d'expérience, un partage de savoir-faire, un partage de passion entre des entrepreneurs et nos jeunes incubés qui ont pour mission de devenir des futurs entrepreneurs, Inch'Allah. Donc c'était une journée de contact, d'enrichissement personnel, de partage d'expérience. Nos jeunes entrepreneurs, nos jeunes incubés ont posé toutes les questions relatives à l'expérience, à la fondation et au fondement même de chaque entreprise. Une réunion bilatérale s'est déroulée donc hier après-midi au Djibouti Palace Kempinski entre les responsables de Djibouti Telecom, conduite par le directeur général Mohamed Assoué, avec à sa tête donc la directrice générale Frehiwot Tamirou. Djibouti Telecom et Ethio Telecom sont deux partenaires historiques. La réunion a été essentiellement axée sur les moyens de faire avancer ce partenariat afin d'être en phase avec les nouvelles technologies de communication qui évoluent très vite. Les deux institutions œuvrent déjà dans plusieurs domaines de télécommunications et d'éthique, et cette rencontre a permis de conforter davantage la position des deux partenaires sur leur coopération et leur vision à moyen et long terme. Et dans son intervention, le directeur de Djibouti Telecom, Mohamed Assoué, a indiqué que le secteur de télécommunications figure parmi les grandes priorités du gouvernement djiboutien et que donc Djibouti Telecom, partenaire historique des télécommunications, continuera à œuvrer donc pour aller plus loin. Et c'est en ce terme que le directeur de Djibouti Telecom s'est exprimé lors de cette cérémonie. On l'écoute. Longtemps, nos leaders se sont engagés dans la voie de l'intégration régionale qui est aujourd'hui une réalité entre nos deux pays dans de nombreux domaines. Concernant les télécoms, Ethio Telecom est pour nous un partenaire privilégié et nous sommes engagés à renforcer davantage nos relations en matière de télécoms et de TIC afin de vous satisfaire pleinement. En effet, notre invitation traduit bel et bien notre volonté de vous fournir plus de capacités et une meilleure qualité des services en vue de répondre à vos besoins immédiats, mais également sur le long terme. Nous sommes tous conscients du potentiel que représente le TIC pour le développement socio-économique de nos pays. C'est pourquoi le secteur des télécoms et des TIC est l'une des priorités du gouvernement de la République de Djibouti. La vision 2035 initiée par notre gouvernement et sa déclinaison pour le secteur des télécoms et des TIC sur le programme Djibouti Digital en témoigne. Madame la CEO, Monsieur le Directeur, pour conclure mon discours, je voudrais me référer à cette citation de Henri Ford. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Laissez-moi juste vous dire, together we can be stronger.
Toujours nouvelle nationale, une cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre la mairie de la ville de Djibouti et la radiodiffusion-télévision de Djibouti a eu lieu ce matin dans la salle de réunion de la mairie. Et cette convention de partenariat est signée entre Madame la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, et la directrice générale de la radiodiffusion-télévision de Djibouti, Madame Souad Farah Adawi. L'objectif de cette convention est d'accompagner l'initiative de la mairie qui est basée sur la propreté et l'embellissement de la ville de Djibouti. La maire de la ville donc a félicité la directrice générale et ses agents qui ont un travail remarquable partout où besoin l'exige. Elle a par ailleurs rappelé que les médias sont nécessaires pour le témoignage de nos activités de développement mène donc au quotidien, là où le message peut atteindre le plus grand nombre de personnes. De son côté, la directrice générale de la RTD, Souad Farah Adawi, a indiqué que la RTD est la vitrine de la société et a rappelé sa disponibilité pour participer au développement en mettant en place des spots de sensibilisation, une émission consacrée exclusivement pour la mairie de la ville de Djibouti. Cette réunion a vu la participation des présidents des communes et des conseils des quartiers, des sages et notables des quartiers. Sous la houlette du directeur général Ahmed Al-Dib, la CAC International Bank a ouvert officiellement ce matin son agence VIP à Haramous. Cette agence permettra de désenclaver la succursale et partant de là, donc, permettra à la banque de se rapprocher de ses clients les plus prestigieux, à savoir les VIP de la cité Haramous. D'autre part, depuis son installation à Djibouti, la banque s'évertue à diversifier sa clientèle dans tout le pays en implantant des agences dans la capitale. CAC Bank a pour objectif principal de satisfaire quel qu'en soit le prix ses clients en matière de services bancaires. Outre le directeur général de la CAC Bank, Ahmed Al-Deib, le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, le secrétaire général de la primature, Naguib Abdellah Kamil, des diplomates accrédités à Djibouti, ainsi que des hommes d'affaires ont pris part à la cérémonie d'inauguration de cette agence VIP. Après la coupure du ruban, les invités ont eu droit à une visite guidée de l'agence VIP. Les participants ont salué les efforts entrepris par la banque CAC Bank pour accompagner les démarches visant à promouvoir le développement économique et social dans notre pays. Rappelant que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh avait inauguré officiellement la succursale de la CAC International Bank en novembre 2009. Dans le cadre du projet Gestion des déchets solides financé par l'Agence française de développement, l'ADDS, organisé donc jeudi dernier au Centre d'action sociale et d'autonomisation des femmes à Balbala, un atelier d'information et de sensibilisation concernant les activités de gestion et la protection de l'environnement. L'objectif du projet visait donc l'amélioration du cadre de vie de la population locale et la réduction de la pauvreté relative et extrême, mais gestion rationnelle des déchets solides. Le projet permettra la création d'emplois formels et pérennes dans le secteur de la gestion des déchets solides, l'amélioration du tri et du recyclage avec création d'emplois et enfin la création d'une filière de fabrication des matériaux de construction à partir de déchets plastiques mis en place. Et dans la matinée du 27 avril dernier, la première présidente de la Cour d'appel, Nerma Ali Warsama, accompagnée de 5 conseillères en charge des affaires pénales, a visité donc l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le chef d'escadron de la gendarmerie nationale, donc Hussein Mohamed Qayyad, directeur de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire située au PK23. Après le mot de bienvenue à l'ensemble de la délégation, une présentation de l'école leur a été faite par le commandant de l'école, ce fleurant et le plié donc des formations en matière de police judiciaire et de police technique et scientifique. La première présidente de la cour d'appel et les conseillères et conseillers se sont entretenus avec l'ensemble des stagiaires de la deuxième promotion du stage international de perfectionnement, donc enquêteurs et les candidats OPJ deuxième année qui passeront prochainement l'examen. Et dans le dernier lieu, la délégation a parcouru donc les infrastructures composées des salles de classe et de mise en situation et laboratoires de criminalistique, ainsi que le centre de documentation et d'information. Et les échanges très fructueux ont permis d'évoquer les attentes des magistrats du siège dans le domaine de l'enquête judiciaire et de la criminalistique.
Et enfin, donc, pour clore l'actualité nationale, une commission du service de la planification du MENFOP conduite par le conseiller technique Mohamed Sanalassi ainsi que le directeur de la planification Mérané s'est rendu donc à Dikil dans le cadre de la sensibilisation et de la nouvelle donne politique de notre système éducatif et de la vulgarisation du plan d'action 2017-2020. Dans cette perspective, un atelier de partage et de vulgarisation du plan d'action du ministère de l'Éducation nationale s'est tenu au sein du service régional de l'éducation de Dikil. De nombreuses personnalités, à savoir le préfet adjoint, le vice-président du conseil régional, le chef de service régional et l'ensemble de la communauté éducative ont assisté à cet atelier dont le thème portait donc essentiellement sur la nécessité de pouvoir contribuer à la mise en œuvre du projet transformateur de nos écoles initié par le ministère de l'Éducation nationale. Et de ce fait, donc, le chef de service régional a souhaité la bienvenue à cette commission qui œuvre sans relâche à l'amélioration du plan d'action du MENFOP. Pour la période 2017-2020, les services, on a mis l'accent sur la sensibilisation, sur la qualité que nous recherchons à travers les préscolaires, la qualité que nous recherchons à travers la scolarisation des enfants à besoins spécifiques, l'inclusion que nous cherchons. On a détaillé, suffisamment expliqué et montré les projets qui sont en cours et les transformations que nous recherchons dans la mise en œuvre de ces plans d'action. Aux nouvelles du monde à présent, le Mozambique en proie aux inondations. Le bilan ne cesse de s'alourdir après le passage du cyclone Kenneth et d'après les autorités, au moins 38 personnes ont trouvé la mort et une quarantaine d'autres ont été blessées après les vents violents qui ont frappé le nord du Mozambique et provoqué de graves inondations. Et donc dimanche, les eaux ont envahi la ville de Pemba où le foyer reste privé d'électricité. Près de 35 000 habitations auraient été détruites ou endommagées. Des pluies torrentielles devraient continuer de s'abattre dans cette zone dans les prochains jours. Ces précipitations pourraient être 2 fois plus importantes que celles survenues dans le sillage du cyclone Idai et pourraient bientôt couper du monde près de 160 000 personnes. Et enfin, donc, Akihito et Michiko, révolution douce au palais impérial du Japon. L'empereur Akihito du Japon et l'impératrice Michiko ont, en 30 ans de règne, fait évoluer en douceur le très rigide système impérial japonais en allant au-devant du peuple et en distillant un message de paix. Et donc, l'empereur Hirohito est déchu de son statut semi-divin et devient, en vertu de la constitution pacifiste imposée par l'occupant américain, symbole de l'État et de l'unité du peuple dénué de pouvoir politique. Akihito, enfin donc, hérite du trône du chrysanthème en janvier 1989 à la mort de son père, même si la cérémonie d'intronisation a eu lieu l'année suivante. Il est le 125e empereur du Japon. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et excellente fête du travail à tous les travailleurs djiboutiens.